La voiture de mon mari est tombée en panne sur le parking d'une station-service et en cherchant des câbles de démarrage dans son coffre, j'ai trouvé un deuxième téléphone caché sous de vieux manuels. Un seul contact était enregistré. Livraison de pizza. Quelque chose clochait, alors j'ai appelé. Une voix de femme sensuelle a ronronné. « Salut bébé, je t'attendais. » J'ai raccroché, le cœur battant la chamade, et j'ai remis le téléphone à sa place alors que Marc sortait avec un café, complètement inconscient. « Tu as trouvé ces câbles, chérie? » a-t-il demandé avec ce même sourire charmant pour lequel j'étais tombée amoureuse il y a 5 ans. Je me suis forcée à hocher la tête, les câbles dans mes mains tremblantes, prétendant que tout allait bien alors que mon monde s'effondrait. Cet appel téléphonique de 30 secondes était sur le point de détruire tout ce que je pensais savoir de mon mariage, et ce que j'ai découvert ensuite m'a fait me demander si j'avais jamais vraiment connu mon mari. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic. Mais pour moi, cela signifie énormément. Il y a 5 ans, je corrigeais des copies au Brew and Bean quand ce type magnifique s'est approché de ma table avec le sourire le plus désarmant que j'ai jamais vu, me proposant de m'offrir un vrai café pour remplacer mon désastre de distributeur automatique. Marc était tout ce que je pensais vouloir. Grand, charmant, avec des yeux bruns chaleureux et cette confiance magnétique qui me donnait l'impression d'être la femme la plus intéressante du monde. Il se souvenait de détails sur mes élèves, apportait des fleurs sans raison et rendait chaque conversation intime, comme si nous partagions des secrets. Mais ma meilleure amie Emma n'y croyait pas dès le premier jour, me disant constamment « Il y a quelque chose qui cloche chez lui, Sarah. Il est trop lisse, trop parfait. Les vraies personnes ont des défauts. » Elle soulignait qu'il ne parlait jamais de sa famille, que ses histoires de travail étaient toujours vagues, qu'il semblait étudier mes réactions comme s'il prenait des notes. J'ai rejeté ses inquiétudes, les mettant sur le compte de la jalousie. Emma était célibataire et amère, et voilà que cet homme incroyable me traitait comme si j'étais précieuse, se souvenant que j'aimais les lattes à la lavande et me surprenant avec des billets de spectacle. Il m'a demandé en mariage pour notre 2e anniversaire, dans le même café où nous nous étions rencontrés. Et même si Emma m'a prise à part le matin de mon mariage en me murmurant « Il n'est pas trop tard pour attendre », j'ai ri, certaine d'épouser mon âme sœur. 3 ans de mariage plus tard, debout sur ce parking, les mains tremblantes, les avertissements d'Emma résonnaient dans ma tête. Elle avait eu raison depuis le début. L'année passée avait été une lente accumulation de signaux d'alarme que je m'étais convaincue de n'être que des problèmes normaux de mariage. Marc a commencé à travailler tard, plus fréquemment, prétextant que son agence de marketing était en expansion et qu'il devait faire des heures supplémentaires. Au début, j'étais fière de son dévouement. Nous avions parlé d'acheter une maison et les heures supplémentaires nous aideraient pour notre apport. Mais ensuite, les soirées tardives sont devenues une habitude, parfois 3 ou 4 soirs par semaine, et quand j'appelais son bureau vers l'heure du dîner, son assistante me disait qu'il était déjà parti. Quand je lui posais la question, il prenait toute une pointe de défensive dans sa voix, insistant sur le fait qu'il avait été en réunion ou qu'il travaillait depuis le bureau d'un client. Son téléphone est devenu comme une 3e personne dans notre relation. Il le vérifiait constamment, l'emmenait aux toilettes, dormait avec, face cachée sur sa table de nuit, alors qu'il le laissait habituellement chargé dans la cuisine. Si je jetais ne serait-ce qu'un regard dessus pendant qu'il textotait, il l'inclinait loin de moi ou le retournait complètement. « C'est pour le travail », disait-il avec ce sourire charmant qui me faisait autrefois fondre. Les appels téléphoniques mystérieux ont commencé il y a environ 6 mois, toujours quand il pensait que j'étais sous la douche ou endormie. Je l'entendais parler à voix basse, parfois même rire d'une manière qui semblait différente, plus douce, plus intime que lorsqu'il parlait à ses amis ou à ses collègues. Quand je lui demandais qui avait appelé, il balayait ça d'un revers de main en disant que c'était du spam ou des urgences de travail, mais ses explications n'avaient jamais vraiment de sens. Je me suis surprise à devenir le genre d'épouse que j'avais toujours jugée, celle qui est méfiante, qui vérifie les poches et remet en question chaque histoire. Je détestais ce que je devenais, convaincue que j'étais simplement paranoïaque et peu sûre de moi. Mes amis se plaignaient des manies de leur mari et je pensais à la chance que j'avais que le seul défaut de Marc soit d'être trop dévoué à sa carrière.
Je restais éveillée la nuit, me sentant coupable de douter de l'homme que j'avais épousé, me disant que les mariages réussis exigeaient la confiance et que je sabotais notre bonheur avec mon besoin d'attention. Maintenant, debout sur ce parking avec la vérité littéralement entre mes mains, je réalisais que mes instincts me hurlaient la vérité depuis des mois et que je les avais réduits au silence parce que j'avais trop peur de faire face à ce qu'ils pouvaient signifier. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit, fixant le plafond pendant que Marc dormait paisiblement à côté de moi, sa respiration régulière et satisfaite comme celle d'un homme sans le moindre souci au monde. L'ironie était nauséabonde. J'étais là, consumée par la découverte de son téléphone secret, tandis qu'il rêvait probablement de son prochain rendez-vous avec livraison de pizza. Toutes les quelques minutes, je me tournais pour regarder son visage dans la faible lueur de notre réveil, cet étranger avec qui je partageais un lit depuis 3 ans, et je sentais la bile me monter à la gorge. Le sommeil était impossible alors que mon esprit s'était transformé en un tableau d'enquêteur, reliant des points que j'avais délibérément ignorés pendant des mois. Le parfum fut le premier fil que j'ai tiré. Marc n'avait jamais porté de parfum au cours des 5 années où je l'avais connu, prétendant que ça lui donnait des maux de tête, et pourtant, dernièrement, ses chemises avaient cette odeur subtile et chère qui n'était certainement pas son déodorant habituel. Quand je lui avais posé la question, il avait haussé les épaules en disant que c'était peut-être l'adoucissant du pressing, mais maintenant je réalisais qu'une autre femme avait été assez proche pour laisser son parfum sur les vêtements de mon mari. Puis il y a eu les débits sur la carte de crédit que j'avais été trop confiante pour remettre en question. Des dîners, dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble, généralement les soirs où il prétendait travailler tard, et des frais d'hôtel qu'il avait justifiés comme des réunions avec des clients ou des événements d'entreprise auxquels je n'étais pas invitée. L'abonnement à la salle de sport était peut-être le signal d'alarme le plus insultant de tous. Il y a 6 mois, Marc a soudainement annoncé qu'il voulait se remettre en forme et s'est inscrit dans un centre de fitness appelé Peak Performance, qui se trouvait à 40 minutes de l'autre côté de la ville. Quand j'avais suggéré que nous nous entraînions ensemble ou demandé pourquoi il n'en choisissait pas un plus près de la maison ou de son bureau, il avait prétendu que cette salle de sport particulière disposait d'équipements spécialisés et d'entraîneurs dont il avait besoin. J'avais même été fière de son dévouement, me vantant auprès de mes amis de la motivation de mon mari, qui conduisait si loin juste pour maintenir sa routine de fitness. Maintenant, je me demandais si Peak Performance était un nom de code pour une chambre d'hôtel, ou s'il y avait même un abonnement à une salle de sport. Alors que Marc bougeait dans son sommeil, jetant un bras sur ma taille avec la même intimité désinvolte qu'il montrait depuis des années, j'ai dû lutter contre l'envie de le repousser. Combien de fois ses mains avaient-elles touché une autre femme? Combien de mensonges avaient roulé sur cette langue qui me murmurait autrefois des mots doux à l'oreille? J'ai passé toute la nuit à cataloguer chaque moment suspect, chaque explication qui n'avait pas tout à fait tenu la route, chaque fois que mon instinct avait essayé de m'avertir et que je l'avais fait taire avec des excuses sur la confiance et la communication. Au matin, j'avais reconstitué une chronologie de la tromperie qui me faisait me demander si quoi que ce soit dans notre mariage avait jamais été réel. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Alors j'ai appelé ma sœur Rachel et lui ai demandé de me retrouver pour déjeuner à notre endroit habituel en ville, prétextant que je devais parler de quelque chose d'important. Rachel n'a eu qu'à regarder mon visage quand je me suis assise pour savoir immédiatement que quelque chose de catastrophique n'allait pas. J'avais à peine dormi, mes mains tremblaient et je devais avoir l'air d'avoir été heurtée par un camion. Quand je lui ai parlé de la découverte du téléphone et du contact livraison de pizza, son visage est passé par une série d'expressions allant de la confusion à l'horreur, puis à la pure rage en ma faveur. « Sarah, ce n'est pas de la pizza », a-t-elle dit, énonçant l'évidence avec le genre de franchise fraternelle que j'avais désespérément besoin d'entendre. « Ce n'est absolument pas de la pizza, et tu le sais. » Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Rachel commence immédiatement à faire des liens que je n'avais même pas encore envisagés. Elle a souligné que le comportement de Marc lors des réunions de famille avait été étrange dernièrement, comment il s'éloignait pour prendre des appels et semblait distrait même lors de moments importants, comme la fête d'anniversaire de notre neveu, le mois dernier.
Elle m'a rappelé que lorsqu'elle l'avait interrogé sur son nouveau parfum au dîner de Noël, il était devenu sur la défensive et avait changé de sujet, ce qui l'avait frappé comme étrange à l'époque mais qu'elle avait ignoré. Je pensais qu'il était juste sensible au fait de vieillir, ou quelque chose comme ça, a-t-elle dit en secouant la tête. Mais maintenant, tout prend son sens. Il se comporte comme un homme qui a quelque chose à cacher. La validation de Rachel était à la fois un soulagement et terrifiante, car cela signifiait que mes soupçons n'étaient pas seulement des délires paranoïaques, mais des préoccupations légitimes que même quelqu'un d'autre pouvait voir. Elle a insisté sur le fait que je devais rassembler des preuves concrètes avant de confronter Mark, soulignant que les tricheurs sont des manipulateurs experts qui vous feront croire que vous êtes folle si vous n'avez pas de preuves. « Tu dois être intelligente à ce sujet », a-t-elle dit, se penchant sur la table avec l'intensité d'une stratège de guerre. Ne lui fais pas savoir que tu le soupçonnes jusqu'à ce que tu aies tout ce dont tu as besoin, car dès qu'il réalisera que tu es sur sa piste, il commencera à brouiller les pistes et à te faire sentir que tu es le problème. Nous avons passé le reste du déjeuner à planifier ma stratégie d'enquête, vérifier les relevés téléphoniques, surveiller les relevés de cartes de crédit, peut-être même le suivre lors d'une de ces mystérieuses soirées de travail tardives. Rachel a proposé de m'aider de toutes les manières possibles, suggérant même d'engager un détective privé si nécessaire, car elle voulait s'assurer que j'aurais toutes les munitions dont j'aurais besoin lorsque tout cela exploserait inévitablement. Pour la première fois depuis la découverte de ce téléphone, je n'avais plus l'impression de devenir folle et j'avais quelqu'un dans mon camp prêt à m'aider à découvrir la vérité sur mon mari menteur. Armée du soutien de Rachel et d'un plan d'attaque, j'ai passé les jours suivants à me transformer en une experte comptable de mon propre mariage, et ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. J'ai commencé par nos relevés téléphoniques, en me connectant à notre compte partagé en ligne pendant que Marc était à sa mystérieuse salle de sport, et c'était là, noir sur blanc. Des centaines d'appels à ce numéro, livraison de pizza, remontant à 8 mois, parfois 3 ou 4 appels par jour, durant souvent 20 ou 30 minutes chacun. 8 mois. Ce n'était pas une erreur récente ou un moment de faiblesse. C'était une liaison soutenue et calculée qui avait commencé avant notre 3e anniversaire de mariage, ce qui signifiait que Mark me trompait pendant que nous planifions notre voyage d'anniversaire dans la Napa Valley. Les journaux d'appel montraient un schéma qui me rendait physiquement malade. Il l'appelait juste après notre routine de café du matin, pendant ses pauses déjeuner, et tard le soir quand il prétendait travailler. Certains soirs, alors que je m'étais endormie en regardant Netflix, pensant que mon mari était à côté de moi en train de répondre à des emails professionnels, il était en fait au téléphone avec une autre femme depuis 45 minutes. Les preuves financières étaient encore plus accablantes et infiniment plus insultantes. J'ai trouvé des retraits d'argent de notre compte joint que je n'avais jamais remarqués, généralement par tranches de 200 $, toujours à des distributeurs automatiques près de cette salle de sport où ils prétendaient aller ou dans des quartiers de la ville où nous n'avions aucune raison d'être. Les relevés de cartes de crédit révélaient une chronologie de la tromperie d'une ampleur à couper le souffle. Des dîners dans des restaurants chers, les soirs où il m'avait dit qu'il mangeait à son bureau, des frais d'hôtel qui correspondaient exactement à ses supposés voyages d'affaires de nuit, et même des achats dans des magasins de lingerie, qui n'étaient certainement pas pour moi, puisque je n'avais reçu aucun cadeau romantique depuis des mois. Une découverte particulièrement nauséabonde fut une dépense pour des fleurs le même jour où il était rentré les mains vides, prétextant qu'il avait été trop occupé par le travail pour penser à la romance. Ces fleurs étaient allées à quelqu'un d'autre, achetées avec notre argent commun, pendant que j'étais assise à la maison, me sentant négligée et me demandant si j'en demandais trop à mon mariage. Chaque preuve était comme un coup physique, et au moment où j'ai imprimé 8 mois de preuves, j'avais une pile de papier qui documentait la trahison la plus complète que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas une erreur ou un moment de faiblesse, c'était une double vie, financée par nos comptes joints et cachée derrière un tissu de mensonges si étendu que j'ai commencé à me demander si quoi que ce soit que Marc m'ait jamais dit était vrai. La bombe suivante est venue de la personne que j'attendais le moins. Emma, ma meilleure amie qui m'avait mise en garde contre Marc depuis le premier jour, m'a appelé 3 jours après le début de mon enquête et m'a demandé si nous pouvions nous retrouver pour un café parce qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Je pouvais entendre la culpabilité dans sa voix avant même qu'elle ne s'assoie, et quand elle m'a finalement regardé dans les yeux, j'ai su que ce qu'elle allait dire allait faire mal.
Sarah, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois, a-t-elle commencé, se tordant les mains comme si elle se préparait à une confession. Il y a 6 mois, j'étais chez Romano's en ville avec un client quand j'ai vu Marc à une table d'angle avec une femme blonde, et il n'avait certainement pas un dîner d'affaires. Elle a décrit comment il se tenait la main par-dessus la table, comment la femme riait et lui touchait le bras, comment Marc la regardait de la même manière qu'il me regardait au début. Emma avait hésité pendant des semaines à me le dire, décidant finalement qu'elle avait besoin de preuves plus concrètes avant de détruire mon mariage pour ce qui aurait pu être une rencontre innocente, bien qu'elle ait admis qu'elle savait au fond d'elle que ce n'était pas innocent du tout. Je porte cette culpabilité depuis des mois, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. J'espérais me tromper, que c'était peut-être une cousine ou une collègue, mais la façon dont ils se regardaient, mon Dieu, Sarah, je suis tellement désolée de ne rien avoir dit plus tôt. La validation était à la fois écrasante et libératrice, car cela signifiait qu'Emma avait vu de ses propres yeux ce que je pressentais depuis des mois, et cela signifiait aussi que cette liaison durait depuis encore plus longtemps que ne l'indiquaient les relevés téléphoniques. Elle a immédiatement proposé de m'aider à engager un détective privé, disant qu'elle avait des contacts par le biais de son cabinet d'avocats et qu'elle voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour m'aider à obtenir les preuves dont j'aurais besoin pour un divorce. Je t'ai laissé tomber en tant qu'amie en gardant le silence, a-t-elle dit, saisissant mes mains sur la table. Mais je ne vais pas te laisser tomber maintenant. Nous allons obtenir tout ce dont nous avons besoin pour enterrer ce sale menteur. La confession d'Emma a ajouté une autre pièce au puzzle, et avoir ma meilleure amie, la même personne qui m'avait mise en garde contre Marc depuis le début, prête à me battre à mes côtés, m'a fait me sentir moins seule dans ce cauchemar. Elle m'avait protégée de la seule manière qu'elle connaissait, et maintenant, elle était prête à m'aider à me protéger d'une manière beaucoup plus agressive. Le contact d'Emma au cabinet d'avocat nous a mis en relation avec Janet, une détective privée pragmatique qui semblait pouvoir se fondre dans n'importe quelle foule et qui avait le genre de franchise dont j'avais désespérément besoin dans ma vie. En une semaine, elle m'a fourni une enveloppe Kraft pleine de photos qui ont rendu tout cela dévastateur et réel. Il y avait mon mari de 3 ans, aussi clair que le jour, déjeunant avec une femme blonde et menue qui semblait tout droit sortie d'un magazine. Les premières photos étaient presque innocentes, juste 2 personnes discutant autour de salade. Mais ensuite sont venues celles qui ont brisé tout espoir auquel je pouvais encore m'accrocher. Marc se penchant sur la table pour l'embrasser, leurs mains entrelacées comme des adolescents amoureux, lui écartant une mèche de cheveux de son visage avec le même geste tendre qu'il avait avec moi. Janet avait identifié la femme comme étant Jessica Thompson du département marketing de Marc, quelqu'un qu'il avait mentionné nonchalamment au cours de l'année et coulé comme la nouvelle, qui était vraiment douée pour les campagnes sur les réseaux sociaux. Les photos couvraient plusieurs dates et lieux. Des dîners intimes dans des restaurants où je n'étais jamais allée, des promenades main dans la main dans un parc du centre-ville, et la preuve la plus accablante de toutes, une série de clichés les montrant entrant et sortant du Marriott sur la 5e rue à 3 occasions distinctes. Sur une photo particulièrement déchirante, Mark portait le sac à main de Jessica pendant qu'elle cherchait une carte-clé d'hôtel, tous deux riant comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Janet avait même capturé Mark, regardant sa montre dans le hall de l'hôtel, calculant probablement combien de temps il lui restait avant de devoir rentrer chez lui auprès de sa femme sans méfiance, avec une histoire de réunion, avec des clients ou de séances de sport. Les photos racontaient l'histoire d'un homme qui ne se contentait pas de tromper, mais qui était complètement investi dans une autre relation. Ce n'était pas une aventure d'un soir ou un moment de faiblesse, c'était une véritable romance qui se déroulait parallèlement à notre mariage. Regarder ces images semblait surréaliste, comme regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Sauf que le mari infidèle ressemblait exactement à l'homme qui m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin-là et qui avait promis de prendre du lait en rentrant du travail. Le travail de Janet était minutieux et professionnel, mais voir la trahison de mon mari documentée avec autant de détails frappants m'a fait réaliser que tout notre mariage avait été un mensonge et je regardais la preuve du peu que j'avais réellement compté pour lui. La révélation la plus dévastatrice est venue.
lorsque Janet m'a fourni des renseignements supplémentaires qu'elle avait recueillis. Par une sorte de magie d'enquête dont je ne voulais pas connaître les détails, elle avait découvert que Mark racontait à Jessica une histoire complètement différente de notre mariage, une histoire qui me dépeignait comme la méchante et lui comme la victime. Selon les publications de Jessica sur les réseaux sociaux et les conversations que Janet avait surprises, Mark l'avait convaincue que notre mariage était essentiellement terminé, que nous restions ensemble uniquement pour des raisons financières, pendant qu'il cherchait comment s'échapper sans tout perdre dans un divorce compliqué. Jessica croyait sincèrement qu'elle était la petite amie de Mark, pas sa maîtresse. Ses stories Instagram la montraient se parlant de son homme et publiant des citations énigmatiques sur l'attente que quelqu'un soit prêt pour une vraie relation. Elle avait été patiente et solidaire, pensant qu'elle aidait l'homme qu'elle aimait à gérer la fin d'un mariage mort, complètement inconsciente qu'elle était en réalité l'autre femme qui détruisait un mariage que Mark n'avait aucune intention de terminer. L'ampleur de la tromperie de Mark était à couper le souffle. Il avait créé deux réalités entièrement distinctes, me disant que nous travaillions à l'achat d'une maison et planifions notre avenir tout en disant simultanément à Jessica qu'il comptait les jours jusqu'à ce qu'il puisse être libre de commencer une vraie vie avec elle. Janet avait même découvert des messages textes où Mark se plaignait à Jessica de la façon dont j'étais difficile et en manque d'attention, me décrivant comme quelqu'un qui refusait d'accepter que notre relation était terminée et se présentant comme un homme piégé, faisant de son mieux pour gérer une femme instable. Le plus cruel, c'est que Jessica avait pitié de lui, croyant qu'elle était la petite amie compréhensive qui l'aidait à traverser une transition difficile, plutôt que la maîtresse qui l'aidait à trahir sa femme. Mark ne m'avait pas seulement trompé, il avait construit un univers alternatif élaboré où j'étais le problème, où notre mariage était un fardeau qu'il endurait noblement et où Jessica était son salut d'une vie de misère. Je réalisais que j'avais été mariée à un inconnu, quelqu'un capable de me regarder dans les yeux chaque matin et de mentir si facilement qu'il s'était convaincu que sa propre fiction était la vérité. Juste au moment où je pensais que la trahison de Mark ne pouvait pas être pire, le rapport final de Janet a révélé l'aspect le plus calculé de sa tromperie. Il ne se contentait pas de me tromper. Il planifiait systématiquement de me détruire financièrement, alors que je restais complètement inconsciente du danger dans lequel je me trouvais. Grâce à son enquête, Janet avait découvert que Mark avait discrètement déplacé de l'argent de notre compte d'épargne commun vers un compte personnel dont j'ignorais même l'existence, transférant de petites sommes au cours des 6 derniers mois qui étaient juste en dessous du seuil, qui déclencheraient des notifications bancaires. Il avait détourné notre fonds d'apport pour la maison, l'argent que nous avions économisé ensemble pour notre avenir, pendant que je continuais à y verser mon salaire d'enseignante, en épouse dévouée construisant une vie avec son mari. Mais le vrai coup de poignard est venu lorsque Janet a découvert que Mark avait déjà consulté un avocat spécialisé en divorce il y a 3 mois, élaborant une stratégie pour minimiser ce qu'il me devrait dans un accord tout en maximisant ce avec quoi il pourrait partir. Les notes de l'avocat, que Janet avait somehow obtenues, montraient que Mark m'avait dépeinte comme une personne à charge sans emploi qui ne contribuait en rien à nos finances domestiques, ignorant complètement que j'avais versé l'intégralité de mon salaire sur notre compte joint pendant qu'il amassait secrètement ses revenus sur des comptes cachés. Il avait même discuté de la possibilité de prétendre que j'étais mentalement instable et sujette à des épisodes dramatiques, préparant le terrain pour contester ma crédibilité si j'essayais de contester les termes du divorce. Le plus exaspérant était que pendant que Mark planifiait ma ruine financière, il rentrait toujours à la maison chaque soir en prétendant être le mari aimant qui voulait discuter de nos projets d'avenir, me demandant comment s'était passée ma journée et suggérant que nous commencions à chercher des maisons dans de meilleurs quartiers. Il jouait un jeu à long terme, se positionnant pour me laisser avec le moins possible, tout en maintenant la façade d'un partenaire attentionné jusqu'au moment où il serait prêt à frapper. Ce n'était pas seulement de l'adultère, c'était de l'abus financier conçu pour me laisser dévastée et dépendante, incapable de me défendre ou de reconstruire ma vie après qu'il m'ait rejetée pour sa collègue plus jeune. Mark avait prévu de me détruire complètement, et la seule raison pour laquelle j'avais découvert son plan était à cause d'un deuxième téléphone caché dans son coffre et de ma décision de faire enfin confiance à mes instincts plutôt qu'à ses mensonges.
La dernière pièce de la supercherie élaborée de Mark est apparue lorsque Janet a réussi à récupérer certaines des conversations textuelles entre Mark et Jessica, et les lire a été comme être poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine par quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. Mark ne s'était pas contenté de nous mentir à toutes les deux, il avait systématiquement détruit ma réputation auprès de Jessica, me dépeignant comme une épouse psychotique et contrôlante qui lui rendait la vie misérable et refusait de le laisser partir. Dans message après message, il me décrivait comme émotionnellement instable et impossible à vivre, affirmant que je surveillais chacun de ses mouvements, fouillais dans son téléphone et piquais des crises de jalousie dès qu'il essayait d'avoir une vie sociale normale. Il a dit à Jessica que j'étais financièrement dépendante et manipulatrice, utilisant les larmes et les menaces d'automutilation pour le maintenir piégé dans un mariage qu'il essayait de fuir depuis des années. Le mensonge le plus exaspérant était son affirmation selon laquelle je connaissais leur relation et que je faisais semblant de ne pas la voir, parce que j'étais trop désespérée et pathétique pour affronter la réalité. Selon la version des faits de Mark, je m'accrochais à un mariage mort par pur égoïsme, le forçant à agir en cachette juste pour trouver des moments de bonheur avec la femme qu'il aimait vraiment. Il avait même dit à Jessica que j'avais agi de manière bizarre dernièrement, posant des questions suspectes et lançant des accusations, ce qui signifiait qu'il la préparait à la possibilité que je découvre finalement leur liaison et que je la contacte. Chaque geste affectueux que j'avais fait, chaque tentative de renouer avec mon mari distant avait été déformé dans son récit à Jessica comme une preuve de mon désespoir et de mon instabilité. Quand j'avais suggéré des soirées en amoureux ou que je lui avais demandé comment s'était passée sa journée, il l'avait rapporté à Jessica comme un comportement de contrôle de la part d'une épouse qui ne pouvait accepter que leur mariage était terminé. Quand j'avais mentionné me sentir seule ou confuse par sa distance, il avait qualifié cela de manipulation émotionnelle de la part de quelqu'un qui essayait de le culpabiliser pour le faire rester. Mark avait créé un récit où il était le mari noble et souffrant, endurant un mariage abusif jusqu'à ce qu'il puisse trouver un moyen de s'échapper sans détruire complètement sa femme, instable, et Jessica avait cru chaque mot. Elle croyait sincèrement qu'elle le sauvait de moi, que leur relation secrète était un acte de pitié plutôt qu'une trahison, et qu'une fois qu'ils seraient enfin libres, ils pourraient cesser de cacher leur amour au monde. Rachel n'a pas perdu de temps pour me mettre en contact avec sa propre avocate en divorce, Margaret Chen, qui avait la réputation d'être absolument impitoyable lorsqu'il s'agissait de protéger ses clients contre des conjoints infidèles, et notre première consultation fut comme entrer dans une salle de guerre où j'avais enfin un général qui savait comment mener la bataille que je perdais depuis des mois. Margaret a examiné toutes les preuves de Janet ainsi que les dossiers financiers que j'avais compilés, et ses yeux se sont illuminés comme si on venait de lui donner un billet de loterie gagnant. Les transferts de comptes secrets de Mark, sa consultation avec un autre avocat et sa tromperie systématique n'étaient pas seulement moralement répréhensibles, ils étaient légalement qualifiables de fraude et d'abus financiers. « Votre mari a commis plusieurs erreurs critiques, » a dit Margaret, étalant les relevés bancaires sur la table de conférence comme si elle planifiait une campagne militaire. Déplacer des biens matrimoniaux sans votre connaissance ou votre consentement, surtout en planifiant un divorce, constitue un transfert frauduleux. Et le fait qu'il ait systématiquement caché ses revenus pendant que vous versiez l'intégralité de votre salaire sur des comptes joints nous donne des motifs pour réclamer une pension alimentaire pour conjoint qui va lui faire tourner la tête. Elle a expliqué que les manipulations financières de Mark s'étaient en fait retournées contre lui de manière spectaculaire, car elles avaient écrit une trace écrite qui prouvait la préméditation et la tromperie, ce qui jouerait fortement en ma faveur au moment de diviser les biens et de déterminer la pension alimentaire. Les enregistrements et les photos que Janet avait recueillis, combinés aux preuves de l'infidélité de Mark et à ses mensonges à Jessica sur le fait que notre mariage était terminé, brossait le portrait d'un homme qui avait prévu d'escroquer sa femme tout en maintenant la façade d'un mari aimant. Margaret était particulièrement enthousiaste à l'idée que Mark ait déjà consulté un avocat, car cela prouvait qu'il planifiait le divorce tout en me trompant activement sur l'état de notre mariage, ce qui pourrait être utilisé pour argumenter qu'il avait agi de mauvaise foi tout au long de notre processus de séparation. « Nous allons geler tous les comptes immédiatement », a-t-elle dit.
rédigeant déjà des requêtes dans sa tête. Nous allons exiger une divulgation financière complète et nous allons nous assurer que chaque centime qu'il a tenté de cacher soit pris en compte dans l'accord, plus des dommages et intérêts punitifs pour sa fraude. Pour la première fois depuis la découverte de ce téléphone, je sentais que j'avais un réel pouvoir dans cette situation au lieu d'être simplement la victime de Mark, et la confiance de Margaret m'a fait croire que peut-être le plan de Mark pour me détruire financièrement était sur le point de se retourner contre lui de la manière la plus spectaculaire possible. Après des jours de planification avec Margaret et Rachel, j'ai décidé que la démarche la plus stratégique était d'approcher Jessica en premier. Si elle croyait vraiment qu'elle était la petite amie de Mark et que notre mariage était pratiquement terminé, alors elle méritait de connaître la vérité sur l'homme dont elle pensait être amoureuse. Mes mains tremblaient en composant le numéro de livraison de pizza. Et lorsque la voix de Jessica a répondu avec le même « Salut bébé », sensuel que j'avais entendu des semaines auparavant, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Bonjour Jessica, c'est Sarah, la femme de Mark. Et je pense que nous devons parler. » Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré pendant ce qui a semblé une éternité avant qu'elle ne balbutie. « Je suis désolée. Qui est-ce que c'est? » Lorsque j'ai expliqué que j'étais bel et bien mariée à Mark et que j'ignorais totalement que notre mariage était censé être terminé, la voix de Jessica est passée de la confusion à quelque chose qui ressemblait à de la panique. « C'est impossible, » a-t-elle dit, mais je pouvais entendre le doute s'installer. « Mark m'a dit que vous étiez séparés, que vous viviez simplement ensemble jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. J'ai suggéré que nous nous rencontrions en personne dans un lieu neutre, et à ma grande surprise, Jessica a accepté, probablement parce qu'elle avait besoin de voir par elle-même si Mark lui avait menti sur tout. Nous nous sommes retrouvés dans un Starbucks du centre-ville et je l'ai reconnue immédiatement grâce aux photos de Janet. Elle était encore plus jolie en personne, avec ce genre de beauté blonde naturelle qui m'a fait comprendre pourquoi Mark avait été prêt à tout risquer. Jessica avait l'air d'avoir pleuré, et dès que je me suis assise, elle a dit « S'il vous plaît, dites-moi que c'est une sorte d'erreur. Parce que si Mark m'a menti sur le fait d'être séparés, alors tout ce que je pensais savoir de notre relation est faux. » Je lui ai montré des copies de nos relevés bancaires communs, notre renouvellement de bail que Mark avait signé il y a à peine 2 mois et des photos de notre récent dîner d'anniversaire que Mark avait publié sur ses propres réseaux sociaux avec des légendes sur 3 années incroyables avec sa belle épouse. Voir le visage de Jessica s'effondrer alors qu'elle réalisait l'étendue de la tromperie de Mark était presque aussi déchirant que de découvrir la liaison elle-même. Elle avait été manipulée tout aussi profondément que moi, mais d'une manière différente. « Il m'a dit que vous étiez contrôlante et instable, » a-t-elle murmuré, regardant les preuves étalées sur notre table. « Il a dit que vous saviez pour nous, mais que vous étiez trop désespéré pour le laisser partir. » Quand j'ai expliqué la fraude financière et le plan de Mark pour me laisser dévaster, le choc de Jessica s'est transformé en une colère qui rivalisait avec la mienne. Et elle a immédiatement proposé de m'aider à le démasquer de toutes les manières possibles, car elle réalisait qu'elle avait été utilisée comme une arme contre une femme qui n'avait jamais rien fait de mal, sauf faire confiance au mauvais homme. Avec Jessica entièrement à mes côtés comme mon allié improbable pour exposer le tissu de mensonges de Mark, nous avons élaboré le piège parfait qui le forcerait à affronter ses 2 victimes simultanément et ne lui laisserait nulle part où fuir ou se cacher. Jessica a envoyé un texto à Mark en utilisant leur ton aguicheur habituel, suggérant qu'ils se retrouvent au Marriott de la 5e rue pour leur rendez-vous habituel du jeudi soir, et Mark a répondu immédiatement avec des émojis cœur et des promesses sur à quel point elle lui avait manqué, complètement inconscient que sa maîtresse travaillait maintenant avec sa femme pour le détruire. Je suis arrivée dans le hall de l'hôtel 30 minutes plus tôt, m'installant dans un fauteuil avec une vue dégagée sur l'entrée, armée d'une enveloppe Kraft contenant les papiers du divorce, les documents légaux de Margaret gelant nos actifs et des copies de chaque preuve que Janet avait recueillie, les photos, les dossiers financiers, les messages textes où il m'avait traitée de folle et de contrôlante. Mon cœur battait à tout rompre alors que je regardais Mark franchir les portes du hall à exactement 19 heures, l'air confiant et heureux
d'une manière que je n'avais pas vue à la maison depuis des mois, probablement excitée par une autre soirée à jouer à la maison avec sa petite amie, pendant que sa véritable femme était assise à la maison à corriger des copies, en se demandant pourquoi son mariage semblait si distant. Au moment où il m'a repérée, assise là, à la place de Jessica, son visage est passé par une série d'expressions qui auraient été comiques si elles n'avaient pas été si dévastatrices. Confusion, reconnaissance, panique, et enfin une sorte de désespoir d'animal piégé, alors qu'il réalisait que sa double vie venait de s'effondrer autour de lui. « Sarah ?» a-t-il dit, s'approchant lentement comme si je pouvais être une hallucination. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu? » Je me suis levée calmement, tenant l'enveloppe de preuves, et j'ai dit « Salut chérie, je pensais qu'il était temps d'avoir une conversation honnête sur ta relation avec Jessica, tes comptes bancaires secrets et tes plans pour divorcer de moi tout en disant à ta petite amie que notre mariage était déjà terminé. » Voir le visage de Marc se vider de toute couleur alors qu'il réalisait à quel point il avait été complètement démasqué valait presque les mois de manipulation et de mensonges, et lorsque Jessica est entrée dans le hall, juste derrière lui comme nous l'avions prévu, son expression s'est transformée en pure terreur, alors qu'il comprenait que les deux femmes de sa vie savaient maintenant exactement qui il était vraiment. « Surprise, ai-je dit, lui faisant signe de s'asseoir. Jessica et moi avons comparé nos notes, et nous avons tant de choses à discuter. La réaction initiale de Marc fut exactement ce à quoi je m'attendais après des mois à le voir manipuler les situations à son avantage. Il est immédiatement passé en mode manipulation totale, regardant les photos étalées sur la table basse et secouant la tête avec ce genre de sourire condescendant qui m'avait fait douter de ma propre santé mentale pendant des mois. « Sarah, ma chérie, ce sont évidemment des faux, » a-t-il dit de ce ton paternaliste qu'il utilisait quand il voulait me faire sentir stupide. Je ne sais pas qui tu as engagé ou quel genre d'arnaque il monte, mais c'est clairement une sorte de mise en scène conçue pour te faire croire que je te trompe. Il s'est tourné vers Jessica, avec ce qu'il pensait probablement être une expression rassurante, et a dit « Jess, tu sais à quel point elle a été instable ces derniers temps. Je t'avais dit qu'elle commençait à perdre le contrôle de la réalité. » Mais lorsque Jessica ne s'est pas immédiatement précipitée à sa défense et l'a plutôt regardé avec un mélange de dégoût et de trahison, la façade confiante de Marc a commencé à se fissurer. « Les relevés bancaires sont faux aussi, je suppose ?» ai-je demandé, faisant glisser les preuves financières sur la table. Et Jessica imagine simplement toutes ces visites à l'hôtel et ces dîners romantiques? C'est à ce moment-là que le masque de Marc s'est finalement tombé complètement, et l'homme avec qui j'avais été mariée pendant 3 ans a révélé qui il avait vraiment été tout ce temps. « Tu sais quoi, Sarah? »« Très bien, » a-t-il grondé, sa voix tombant à un murmure cruel que je n'avais jamais entendu auparavant. « Tu veux la vérité? Je ne t'ai jamais aimé. Pas vraiment. Tu étais sûr, pratique et assez stupide pour payer la moitié de tout pendant que je décidais ce que je voulais vraiment. » Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques, mais ils n'avaient pas encore fini de me détruire. « Tu es pathétique, » a-t-il continué, se penchant en avant avec une haine sincère dans les yeux. Assise à la maison tous les soirs comme une femme au foyer seule, me demandant comment s'est passée ma journée et essayant de planifier des soirées en amoureux pendant que j'étais dehors avec quelqu'un qui m'excite vraiment. Jessica me fait sentir vivant d'une manière que tu ne pourrais jamais, et honnêtement, je compte les jours jusqu'à ce que je puisse me débarrasser de toi sans perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé. La cruauté dans sa voix était à couper le souffle, et j'ai réalisé que ceci, cet homme vicieux et calculateur, était ce que Marc avait toujours été, sous le charme et les gestes romantiques. Jessica le regardait avec horreur, reconnaissant probablement que le même homme qui avait été doux et aimant avec elle était capable de ce niveau de violence émotionnelle, et je me sentais presque reconnaissante que sa vraie nature soit enfin exposée pour que nous puissions toutes les deux la voir. Pendant que Marc continuait son assaut verbal, j'ai discrètement activé l'application d'enregistrement vocal sur mon téléphone, la gardant cachée sous les papiers sur la table pendant qu'il détruisait systématiquement toute sympathie restante que j'aurais pu avoir pour l'homme que j'avais autrefois aimé. « Tu veux savoir pour l'argent, Sarah? Très bien, je l'ai déplacé parce que je l'ai gagné et je savais que tu essaierais de prendre la moitié de tout ce
Pourquoi j'ai travaillé juste parce que tu étais marié avec moi quand je l'ai gagné, a-t-il dit, sa voix montant à chaque mot. Et oui, je planifie ce divorce depuis des mois parce que vivre avec toi a été une torture lente. Ton besoin constant d'attention, tes tentatives pathétiques de me faire m'intéresser à tes histoires ennuyeuses d'enseignante, ton incapacité totale à comprendre que certaines personnes ont de plus grandes ambitions que de corriger des tests de maths de 3e année. Jessica a essayé de l'interrompre en disant « Marc, arrête, ce n'est pas… » Mais il s'est retourné contre elle avec le même venin. « N'ose pas me juger, Jessica. Tu savais que j'étais mariée. Tu savais ce que c'était, et tu étais heureuse d'être mon évasion de la prison que Sarah avait transformée en notre maison. » Puis il s'est retourné vers moi avec une fureur renouvelée, avouant chaque chose dont Margaret aurait besoin pour notre affaire. « C'est toi qui m'as poussée à ça, Sarah. Ton besoin d'attention, tes questions, tes tentatives pathétiques de sauver un mariage qui était mort dès que j'ai réalisé que je m'étais contentée de quelqu'un de si fondamentalement ennuyeux. Je devais trouver le bonheur quelque part, et si cela signifiait cacher de l'argent et planifier ma stratégie de sortie, alors qu'il en soit ainsi. » Il a avoué avoir transféré les fonds, avoir rencontré son avocat, avoir dit à Jessica que notre mariage était terminé, tout en insistant sur le fait que chaque action trompeuse était en quelque sorte de ma faute, parce que j'étais une épouse inadéquate. « Je t'ai rendu service en restant aussi longtemps, » a-t-il conclu, sa voix dégoulinant de mépris. La plupart des hommes seraient partis il y a des années au lieu d'essayer de tirer le meilleur parti d'une erreur, mais j'essayais d'être responsable en mettant fin à cela proprement. Chaque mot était parfaitement capturé sur mon téléphone, créant un enregistrement audio d'aveu qui rendrait le travail de Margaret incroyablement facile, et je suis restée assise, complètement calme, regardant mon mari détruire sa propre position juridique tout en se révélant être exactement le genre de personne dont Emma m'avait mise en garde il y a 5 ans. La beauté d'avoir une sœur qui est assistante juridique et une avocate qui ne plaisante pas, c'est qu'au moment où Marc a terminé sa confession explosive dans ce hall d'hôtel, Margaret avait déjà mis en branle les rouages juridiques sur la base des preuves que nous avions fournies plus tôt cette semaine-là. Pendant que Marc était occupé à détruire sa crédibilité avec ses propres mots, j'envoyais des mises à jour par texto à Rachel, et elle se coordonnait avec Margaret pour s'assurer que la tentative de Marc de retourner à une vie normale se heurterait à des conséquences immédiates. Marc semblait penser qu'il pourrait sortir de l'hôtel en trombe après sa crise de colère et retourner d'une manière ou d'une autre au statu quo, prévoyant probablement de me manipuler pour me faire croire que la confrontation avait été une sorte de dépression émotionnelle de ma part que nous pourrions surmonter avec du conseil et du temps. Mais lorsqu'il est arrivé à notre maison 3 heures plus tard, s'attendant à franchir la porte d'entrée comme il l'avait fait chaque soir pendant 3 ans, il a découvert que les serrures avaient été changées et que sa clé ne fonctionnait plus. Je l'ai observé depuis la fenêtre du salon, le regardant sur notre porche, l'air confus et de plus en plus frustré, essayant sa clé plusieurs fois avant de finalement frapper à la porte en exigeant d'être laissé entrer. « Sarah, ouvre cette porte tout de suite, c'est aussi ma maison !» a-t-il crié. Mais j'ai simplement levé mon téléphone pour lui montrer que j'enregistrais son comportement agressif, ce qui serait une preuve utile s'il en venait à quelque chose qui nécessiterait l'intervention de la police. Le vrai choc est venu le lendemain matin lorsque l'huissier de justice de Margaret a retrouvé Marc à son bureau et lui a remis une épaisse enveloppe de documents juridiques qui gelait tous nos comptes joints, exigeait une divulgation financière complète de tous les actifs cachés et l'informait officiellement que sa femme demandait le divorce pour adultère, fraude et abus financiers. Selon Margaret, la secrétaire de Marc a rapporté plus tard qu'il était devenu pâle comme un linge, en lisant les papiers, réalisant probablement que son plan soigneusement construit pour me laisser financièrement dévastée venait de se retourner contre lui de manière spectaculaire. Le gel des comptes signifiait qu'il ne pouvait pas accéder à l'argent qu'il avait amassé, et les exigences de divulgation financière signifiaient qu'il devrait révéler chaque actif caché ou faire face à des accusations de fraude supplémentaires, ce qui le mettait dans la position exacte qu'il avait essayé d'éviter en commençant toute cette machination. Pour la première fois depuis des mois,
Je sentais que c'était moi qui contrôlais la situation au lieu d'être la victime de la manipulation de Marc, et savoir qu'il était probablement en train de paniquer dans son bureau pendant que j'étais assise dans ma maison, notre maison à laquelle il ne pouvait plus accéder, ressemblait à la plus douce des vengeances possibles. La double vie soigneusement construite de Marc a commencé à s'effondrer plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan, et regarder cela se produire depuis la sécurité de ma maison, nouvellement sécurisée, était plus satisfaisant que je ne l'avais imaginé que la vengeance pourrait l'être. Jessica, qui avait été initialement dévastée d'apprendre qu'elle avait été manipulée tout aussi profondément que moi, a canalisé sa colère en quelque chose de productif en racontant à certains collègues de leur agence de marketing quel genre d'homme ils avaient été côtoyés au cours de la dernière année. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le bureau que Marc avait systématiquement menti à la fois à sa femme et à sa petite amie, se présentant comme une victime alors qu'il était en réalité un maître manipulateur qui avait volé de l'argent de son propre mariage pour financer sa liaison, et soudain sa réputation professionnelle était en lambeaux. Ses collègues ont commencé à le regarder différemment, se demandant quels autres mensonges il aurait pu raconter, et si quelqu'un qui pouvait tromper sa propre femme si profondément pouvait être digne de confiance avec les comptes des clients et les secrets de l'entreprise. Mais la véritable dévastation est venue de sa propre famille, qui m'avait toujours adorée et me considérait comme la fille qu'il n'avait jamais eue. Lorsque j'ai appelé sa mère Patricia pour expliquer pourquoi Marc ne viendrait plus au dîner du dimanche, elle a été horrifiée par son comportement et a immédiatement proposé de témoigner en ma faveur si nécessaire. « Ce n'est pas le fils que j'ai élevé », a-t-elle dit en larmes, et en quelques jours, toute la famille élargie de Marc s'était ralliée à moi au lieu de lui, dégoûtée par ses mensonges et sa manipulation. Son frère a appelé pour s'excuser du comportement de Marc et proposé de m'aider à déménager tout ce dont j'avais besoin de la maison. Sa sœur a envoyé des fleurs avec un mot disant qu'elle avait honte d'être apparentée à lui, et même son grand-père âgé, dont Marc avait toujours prétendu être proche, a laissé un message vocal disant qu'il était déçu de l'homme que Marc était devenu. Marc s'est retrouvé isolé au travail, coupé de sa famille, et face à une bataille juridique où ses propres aveux enregistrés allaient être utilisés contre lui, tout en vivant dans un studio parce qu'il ne pouvait pas accéder à l'argent qu'il avait caché et que son crédit était gelé. L'homme qui se croyait si malin en planifiant ma destruction avait plutôt orchestré sa propre chute spectaculaire, et tous ceux qui s'étaient jamais souciés de l'un ou de l'autre de nous pouvaient voir exactement qui avait été la véritable victime dans notre mariage. La procédure de divorce fut une démonstration magistrale de ce qui arrive lorsqu'un tricheur manipulateur affronte quelqu'un qui a fait ses devoirs et engagé le bon avocat, et Margaret a transformé les propres aveux enregistrés de Marc en une arme juridique qui a détruit chaque argument que son avocat a tenté de faire valoir. L'avocat de Marc a tenté de me dépeindre comme une épouse émotionnellement instable qui avait poussé son mari à l'infidélité par un comportement de contrôle et une instabilité mentale. Mais ce récit s'est effondré au moment où Margaret a diffusé l'enregistrement audio où Marc admettait avoir planifié le divorce pendant des mois, caché des biens matrimoniaux et m'avoir traité de pathétique tout en avouant une fraude financière systématique. La juge était visiblement dégoûtée en écoutant la voix de Marc décrire comment il avait manipulé à la fois sa femme et sa petite amie, et lorsque son avocat a tenté de faire valoir que l'enregistrement avait été obtenu illégalement, Margaret a calmement souligné qu'il avait été enregistré dans un lieu public avec plusieurs témoins présents, le rendant parfaitement admissible. L'affirmation de Marc selon laquelle j'étais financièrement dépendante et ne contribuais en rien à notre ménage a été démolie par les relevés bancaires montrant que j'avais déposé tout mon salaire d'enseignante sur nos comptes joints pendant qu'il amassait secrètement ses revenus, et son affirmation que notre mariage était déjà terminé a été contredite par les contrats de location, les publications d'anniversaire sur les réseaux sociaux et son propre comportement jusqu'à la confrontation. La phase de divulgation financière a été particulièrement brutale pour Marc car il a été contraint de révéler chaque compte et transfert caché, et la juge a statué que sa tromperie systématique constituait un gaspillage frauduleux des biens matrimoniaux, ce qui signifiait que j'avais le droit de récupérer ces fonds plus des dommages et intérêts punitifs. Lorsque l'avocat de Marc a tenté de faire valoir que je devrais recevoir une pension alimentaire minimale parce que j'étais capable de subvenir à mes besoins,
Margaret a présenté des preuves du plan de Mark pour me laisser financièrement dévastée, ses mensonges sur mon état mental et son aveu qu'il avait prévu de me détruire. Ce qui a convaincu la juge qu'une pension alimentaire pour conjoint significative était nécessaire pour contrer son sabotage délibéré. L'accord final m'a accordé 70% de nos biens matrimoniaux, la maison, et une pension alimentaire mensuelle substantielle pendant 5 ans, tandis que Mark s'est retrouvé avec ses comptes cachés gelés, sa réputation détruite et des frais juridiques qui ont anéanti la plupart de ce qu'il avait essayé de voler. Ses tentatives de me dépeindre comme une épouse instable et contrôlante s'étaient retournées contre lui de manière si spectaculaire que la juge a même fait référence à son schéma de tromperie et de manipulation, en expliquant pourquoi l'accord m'était si favorable. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon magnifique nouvel appartement, un espace lumineux et aéré qui est entièrement à moi, décoré exactement comme je le veux, sans avoir à tenir compte des préférences de quelqu'un d'autre, et je reconnais à peine la femme qui marchait sur la pointe des pieds dans sa propre maison, trouvant des excuses pour un mari qui détruisait systématiquement sa vie derrière son dos. L'accord de divorce m'a permis de verser un apport conséquent pour cet endroit, et chaque matin, quand je me réveille dans ma chambre aux immenses fenêtres sans personne à côté de moi en train de planifier ma ruine financière, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. La thérapie a changé la donne d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le docteur Martinez m'a aidé à comprendre que les signaux d'alarme que j'avais ignorés n'étaient pas de simples incompatibilités relationnelles, mais des tactiques de manipulation délibérées conçues pour me faire douter de mes propres instincts et me rendre dépendante de la version de la réalité de Mark. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage, des personnes que Mark m'avait subtilement découragée de voir en ayant toujours des conflits ou des urgences chaque fois que je faisais des projets sociaux, et maintenant je réalise à quel point j'étais devenue isolée sans même m'en rendre compte. Emma et Rachel sont devenues mes plus proches alliés. Et nous avons des dîners hebdomadaires où nous célébrons mon indépendance retrouvée et portons parfois un toast au malheur continu de Mark. Aux dernières nouvelles, il vit toujours dans ce studio, travaille dans une autre agence de marketing après que sa réputation dans l'ancienne soit devenue irrécupérable, et Jessica sort avec quelqu'un de nouveau, qui lui a réellement dit qu'il était célibataire dès le premier jour. J'ai appris à faire confiance à mon instinct comme jamais auparavant, à reconnaître le bombardement d'amour, les promesses d'avenir illusoires et toutes les autres tactiques que les manipulateurs utilisent pour piéger leurs victimes, et honnêtement, être célibataire ressemble à des vacances après 3 ans de mariage avec quelqu'un qui travaillait activement contre mon bonheur. Parfois, je me demande si j'aurais dû confronter Mark plus tôt, ou si j'aurais dû être encore plus impitoyable dans la procédure de divorce, mais la plupart du temps, je suis simplement reconnaissante que sa propre arrogance et sa cruauté m'aient donné tout ce dont j'avais besoin pour reconstruire ma vie exactement comme je le voulais. Alors, dites-moi, moi, pensez-vous que Mark a eu ce qu'il méritait pour avoir systématiquement trahi et planifié de détruire sa femme, ou aurais-je dû gérer toute cette situation différemment et